Bonsoir. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que quand quelqu'un aborde un travail, quel qu'il soit, un travail de développement personnel, c'est bien sûr souvent parce qu'il y a une période d'inconfort. Ces périodes d'inconfort-là, elles sont générées par, pour certains, un malaise général, une insatisfaction. Je vous parlais de moi tout à l'heure, moi c'est comme ça que ça se manifestait. Pourtant, j'avais rien j'avais pas de quoi me plaindre. J'avais une vie tout à fait sympathique. Je faisais le métier que j'avais décidé, j'avais des gens autour de moi, j'étais en bonne santé. Il n'y a rien qui expliquait que je sois insatisfaite ou dans cette espèce de vide intérieur ou d'insécurité. Il n'y avait aucune explication logique à ça. J'avais fait tout ce qu'il fallait pour que ma vie soit bien tranquille et rangée, et pourtant. Et je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas de figure. Après, l'inconfort peut être plus clair, c'est-à-dire réellement un mal-être avéré, c'est-à-dire une période d'inconfort comme on peut tous en vivre, c'est-à-dire une période où tout à coup on a l'impression d'être impuissant, on se sent avec des émotions qu'on n'arrive pas à apaiser, il y a une forme de mal-être réel, ça peut être dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, peu importe, relationnel, les choix qu'on n'arrive pas à faire, voilà, tous ces inconforts-là qui génèrent des sentiments, des émotions qui sont pas agréables. Il y a aussi l'inconfort physique, peut être dans la douleur, la maladie, peut être un sacré déclencheur, peu importe. Quel est le type de malaise qui va se manifester, ça va nous amener à un moment donné à nous dire, bon, on a deux choix. Tout le monde a déjà vécu dans cette salle de l'inconfort. Et même pour la plupart d'entre nous, on vit plus de l'inconfort que du confort. C'est quand même quelque chose qui est très présent dans nos vies. Face à cet inconfort, on peut faire deux choix. Faire le choix de se responsabiliser. Quand vous vivez une situation qui est désagréable, difficile à traverser, ou une maladie, ou quelque chose qui vient vous perturber, vous avez la possibilité de vous sentir victime des événements. Impuissant, ça, on peut le comprendre, mais victime, c'est à un autre niveau. C'est comme si ça n'avait rien à voir avec vous, ça n'est pas votre création. Quelque chose qui arrive dans votre vie, que vous n'avez pas décidé consciemment, que vous n'avez pas choisi, vous avez l'impression de ne pas avoir choisi, et que vous subissez, et ça, c'est le comble de l'inconfort. Il y a une autre façon d'envisager les choses, c'est de comprendre sa responsabilité. La responsabilité dans ce qui se passe, dans l'expérience que je suis en train de faire, quelle qu'elle soit. Même si ça inclut une autre personne, ça peut être mon mari qui me quitte, une maladie qui arrive, ou une rupture de quelque chose, j'ai une responsabilité. Dans ce que je suis en train de vivre, c'est mon expérience, je suis créatrice de cette expérience. On va aborder ça. Si je le vis comme ça, si je conscientise que c'est mon expérience et que c'est moi qui crée ça, je prends une responsabilité et là je peux commencer un chemin qui est intérieur. Si je suis victime, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à résister à ce qui se passe. Ça veut dire que c'est pas juste comme ça que ça doit être. Et je vais commencer à générer une résistance maximum à ce qui est en train de se passer. Et du coup, je vais enclencher des mécanismes de contrôle. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre en place des systèmes pour que ce soit autrement. Pour que je ne souffre plus, il va falloir que j'agisse sur l'extérieur. Faire revenir mon mari qui me quittait, ou, je ne sais pas, trouver des moyens d'eux, mais en tout cas, mon énergie va être déployée à essayer de déployer quelque chose à l'extérieur, au lieu de m'occuper de ce qui s'est passé à l'intérieur. Qu'est-ce que cette expérience vient faire dans ma vie? Comment est-ce que je crée ça? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Sur quoi ça attire mon attention? Comment je crée ça? Ça devient intéressant. Déjà, c'est plus sympathique parce que quand on est responsable, au moins, ça nous donne un pouvoir. Être victime, je ne sais pas comment vous le sentez. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un état très agréable. Donc, cette idée de responsabilité, c'est quand même quelque chose, pour moi, c'est l'élément principal de déclenchement d'un chemin. Peu importe la voie que vous allez suivre, quand on est malade ou quand on vit des choses terribles, se sentir responsable de ça, aller regarder comment nous sommes créateurs de ça, c'est pas évident. Cette responsabilisation, c'est un élément essentiel qui nous permet de commencer à choisir quelque chose et à aller faire ce chemin intérieur qui est le seul chemin possible pour trouver la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on cherche tous. On va pouvoir le formuler différemment. On n'a pas énormément de temps ce soir pour tirer ça en longueur, mais c'est sûr que si je vous demandais, mais qu'est-ce que vous cherchez profondément dans votre vie? Qu'est-ce qui serait vraiment le plus important, l'essentiel pour vous, ce à quoi vous aspirez?
Si vous allez regarder vraiment bien, au-delà des petits objectifs qui sont conscients maintenant, je voudrais trouver un boulot, plus ceci, vivre l'amour, ça c'est sûr, c'est des objectifs qui sont aussi présents dans nos vies, mais derrière tout ça, derrière tout ce que nous souhaitons dans nos vies, qu'est-ce qu'on cherche? À votre avis, qu'est-ce qu'on cherche? Si je vous donnais le micro, probablement j'entendrais le bonheur, être bien, tout simplement, être en paix, c'est une autre façon de le dire. Je pense que tout ça se recoupe un peu. Donc cette recherche-là, bien sûr que c'est ça qui nous anime. Bien sûr que derrière tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons en place, toutes nos aspirations, alors être bien va prendre des formes différentes chez chacun. Mais en tout cas, c'est une aspiration. Et beaucoup de maîtres spirituels, de courants, annoncent que l'état, la paix, la joie, l'amour sont des états naturels de l'être. Si nous n'étions pas phagocytés par plein de programmes et de difficultés dont on va parler, c'est notre état naturel. Et c'est pourquoi nous y aspirons tant. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on ne va pas aspirer à des choses qu'on ne connaît pas, bien sûr. On va pas aspirer à quelque chose qui est complètement étranger à notre énergie ou qui ne nous habite pas en aucune façon. On va courir après ça. Il est bien clair que chacun de nous a un programme comme ça et sait intérieurement que cet état-là, on va nommer paix pour lui donner un nom, c'est quelque chose qui est identifiable pour nous, même si on ne se le représente pas toujours. Alors c'est une petite question que je vais vous poser maintenant. Quels seraient pour vous les moments? Je dis les moments parce que c'est un des premiers pièges dans lequel nous tombons très facilement, et même moi j'y tombe encore, pourtant je suis consciente de ça, c'est l'impermanence. Le premier piège, c'est de vouloir figer les choses. Je veux être bien. Quand quelqu'un vient me trouver, je dis mais qu'est-ce que tu veux? Je dis je veux être heureux, ou je veux être bien, ou je veux... Voilà. Quand cette personne me dit ça, elle a un programme, une idée de ça, comme un idéal. Je veux être bien. Vous voyez qu'on me dit je veux être bien de temps en temps, accessoirement, une fois de temps en temps, je veux être bien, non. Elle me dit je veux être bien tout court. Je veux être heureuse, point. Sauf que est-ce que c'est un état dans lequel on peut s'installer définitivement, à votre avis? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la chaise du bonheur et dire maintenant, ça y est, je ne bouge plus, c'est bon, c'est parfait? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus ces mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, que je vous ai notés là pour des petits mémotechniques, ces mécanismes d'inconfort. Ces mécanismes d'inconfort ne sont pas là pour rien. Aujourd'hui, maintenant que j'ai cheminé, que j'ai compris tout ça, quand il y a un inconfort, quand il y a quelque chose qui vient m'embêter dans ma fluidité, aujourd'hui, je sais que je peux dire youpi. Pourquoi youpi? Parce que quand un inconfort se présente, même s'il vient de l'extérieur, même s'il m'amène dans des émotions, même si, il vient me donner un renseignement très important. Je ne suis plus alignée. Il y a quelque chose qui est désaccordé. Parce que l'inconfort, dans nos vies, il nous signale ça. Il nous signale, puisque l'état naturel, c'est un état de paix. Si je ne suis pas en paix, c'est simplement parce qu'il y a des mécanismes qui sont en place, qui ne sont pas justes pour moi, qui ne sont pas en accord avec ma vraie nature et qui me désalignent. Et si je n'avais pas mes émotions pour me le signaler, ou la maladie parfois, quand il faut y aller fort pour le signaler, ou des situations qui se présentent, qui viennent me mettre dans l'inconfort, dans ma petite routine, eh bien peut-être que je passe complètement à côté de la possibilité de me manifester réellement dans ma vraie nature. Donc les problèmes, c'est vraiment des encouragements à aller regarder ce qui se passe en nous, ce qu'on est en train de créer là. Donc en soi, c'est plutôt chouette de les avoir, même si quand ils sont là. Alors, c'est sûr que la chaise du bonheur, c'est pas une chaise dans laquelle on s'assoit définitivement. Vous avez bien compris que tout est impermanent dans la vie, tout est en mouvement. La vie, par essence, c'est du mouvement. Si on n'accepte pas cette donnée-là, on n'est pas bien. Parce que c'est comme si on voulait tout rigidifier, tout contrôler, tout mettre à plat. Et ces états-là n'existent pas. Ne fût-ce que parce que ce mouvement est là en permanence. Donc, puisque cette paix n'est pas permanente et qu'on est d'accord là-dessus, alors, quels sont les moments pour vous où vous êtes en paix? Vous connaissez ça, heureusement. Ces moments où vous êtes bien,
Ça existe, vous en connaissez, vous en vivez. Pas tout le temps, mais ça arrive. Des moments où, là, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens heureux, ou je me sens libre, vous le formulez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et du coup, c'est intéressant de voir ça, parce qu'on va constater que ces petits moments de bonheur, au fond, ils ne sont pas bien inaccessibles, hein, au final. C'est facile, c'est un peu, voilà, c'est des événements qui se manifestent très facilement dans notre quotidien. Du coup, alors, quel serait le point commun de tous ces événements qu'est-ce qui fait que ces petits moments-là deviennent un moment où je suis en paix, où je suis bien, où ça y est, il y a quelque chose qui se pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Un relâchement. Un relâchement, voilà. Voilà. Une parenthèse. Mettre un peu son cerveau au repos, en fait, aussi. Même si on a des soucis. Voilà. Et je savoure ce moment, je suis vraiment en paix. Hein. Et le lendemain, j'essaye de reproduire la même chose. C'était tellement bon. Je me réinstalle, je remets tout en place, au même endroit. Le soleil est toujours là, il n'y a pas... Eh non, c'est pas un moment de paix. D'accord? Donc la clé importante, c'est la présence. La capacité à être présent dans ce moment, réellement. Vous savez, comme c'est pas si simple ça. Parce que être présent réellement, quand nous sommes vraiment présents dans ce qui se passe, et on va essayer d'affiner ce que ça veut dire être présent, il y a effectivement comme un relâchement, et on est vraiment en train de vivre l'expérience qui est là. Et ça peut être n'importe quoi, et ça devient une expérience parfaite. Parfaite parce que je suis en train de la vivre, tout simplement. Et je la savoure, je suis dedans. Du coup, être présent, c'est quand même une clé essentielle. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être présent? Je suis toujours à ce déjeuner au soleil, tout est parfait, dans l'extérieur en tout cas, tout va bien, je me prépare à vivre un moment divin, et puis, pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Le cerveau travaille. Il pense. Il n'a pas relâché. Donc, voilà. Là, je suis plus dans le moment parce que mes pensées interviennent et je suis en train peut-être de penser à hier, un truc qui s'est passé, ou à demain, un truc qui pourra peut-être se passer. Et toujours est-il que je ne suis plus du tout dans mon petit déjeuner, je suis dans une autre réalité qui se passe entièrement en vase clos ici. D'accord ? Et ça, admettons que ce soit un événement désagréable. Hein. Je suis tranquillement au soleil, j'ai vraiment décidé de passer un bon moment. Sauf que, j'ai dit mon cerveau, j'adhère, mon cerveau, ok, pour le moment, m'envoie des pensées à propos d'une expérience que j'ai faite la semaine passée. Je me suis engueulée avec je sais pas qui, et c'était difficile, et j'ai bien du mal à lâcher cette expérience de la semaine passée parce que je ne l'ai pas acceptée. Donc, et je pense 10 fois par jour, 100 fois par jour, la nuit, je me réveille, je retourne ça dans ma tête. Et évidemment, mon moment parfait, il n'est plus parfait du tout parce que ces pensées viennent encore m'assailler. Je suis de nouveau en train de ressasser cette histoire. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que mes pensées viennent, elles me tirent du moment, mais en plus, elles ne vont pas faire que rester au niveau de la tête. Mes pensées vont générer un état. Je suis en train de penser à cette dispute, je la revisite, et je commence à me sentir super mal. Peut-être j'ai de la colère qui monte, peut-être j'ai de la tristesse, peut-être même je me mets à pleurer. Et tout ça, vous êtes d'accord, ça n'est pas en train de se passer. Ça n'est pas la réalité. La seule réalité de ce moment, c'est maintenant. Ça existe. Le reste, le passé, il est passé. C'était un moment présent, mais qui est loin déjà. Le futur n'existe pas plus. Ce sera un autre moment présent qui viendra en son temps. Je peux me mettre dans un état comme ça pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est encore plus fort. Ça n'est pas encore arrivé. Je me dis que peut-être la semaine prochaine, quand je vais rencontrer telle personne, j'envisage des scénarios qui vont mal se passer. Peut-être ça va pas être comme ça, et peut-être, et je fais tout un film. Et je me sens super mal. Et peut-être je pleure déjà maintenant. Pour quelque chose qui n'existe absolument pas. Sauf que ça n'existe pas dans la réalité, mais ça existe dans ma réalité. Ça veut dire que ça a beau ne pas exister, c'est quand même ça que je vis. Parce que moi, ce que je vais vivre à ce moment-là, c'est réellement cette situation, comme si elle s'était vraiment passée. Vous comprenez bien ça?
Et d'ailleurs, elle se passe vraiment, du coup. Parce que j'ai toute mon expérience, je suis en train de la vie, j'ai même plus besoin de la vivre dans le futur, je l'ai déjà vécu maintenant. C'est parfait. C'est quand même intéressant hein, ce qui se passe avec nos pensées. C'est capable de faire un sacré ménage à tout ça. Et pendant ce temps, le présent, c'est-à-dire ma vie, la seule chose qui existe, parce que c'est la seule chose qui existe, c'est maintenant. Ça, c'est ma vie. C'est l'instant maintenant. Eh bien, je passe à côté. Je passe à côté parce que je n'ai aucune conscience de le vivre. Je suis tout le temps avant ou après. En train de penser à tout, je fais des projets, je me projette dans des tas de trucs, ou bien je ressasse. Et donc, ces moments de paix dont vous parlez, ce sont des moments où ça ne se passe pas, ça. Il y a quelque chose qui stoppe, et ça peut être des moments complètement improbables. Des moments où d'habitude ça ne se passe pas, mais là ça se passe. Parce que tout d'un coup, pouf, stop. Et ça peut aussi, ça c'est un peu plus loin, être des moments, parce que là on parle de paix, c'est-à-dire où finalement vous vous sentez parfaitement bien. Mais la paix, ça peut être aussi des moments où nous ne sommes pas en conflit intérieur. Mais ces moments ne sont pas nécessairement confortables. J'entends par là, on peut être avec un ami justement en train de discuter et que cette discussion prenne des proportions tendues. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours d'accord, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas simple. Peut-être qu'il vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais toujours est-il que si vous êtes complètement présent dans cette expérience, qu'il n'y a pas de résistance en vous à vivre ce qui est en train de se passer, ça peut rester un moment de paix aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de vous qui contrecarre ce qui est en train de se passer. On va y venir. Alors on est en train de dire quelque chose de très important, c'est que la présence, c'est quand même une clé qui est à notre disposition, parce que si vous regardez bien dans votre vie, tous les moments où vous êtes présent, un peu de choses près sont des moments où vous serez bien. Être présent, ça nous demande de stopper toutes les projections mentales incessantes. Comment on fait ça? C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des outils, de méditation, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour essayer d'apaiser un petit peu cette structure. Moi, je ne voudrais pas vous mener là, je voudrais vous mener dans la compréhension, en tout cas, le minimum de compréhension qu'on puisse en avoir de ce qui se passe là. Comment ça se passe, ce truc-là? Est-ce que vous pensez que vous choisissez, je suis en train de faire une curieuse phrase, est-ce que vous pensez que vous choisissez vos pensées? Qui croit ça? Que c'est vous qui décidez toutes vos pensées? Pas beaucoup de mains qui se lèvent. Ok. Il n'y a qu'à voir. Hein. Moi, vous connaissez ça. Moi, ça m'arrive pour un bon bouquin. Alors là, j'adore lire, donc je m'installe. Je suis toute contente d'ouvrir ce bouquin. Je me mets dedans. Je me prépare à lire. Et puis, je lis là une page. Impossible. Je dois relire 2 fois la page, parfois 3, parce que, en même temps que je lis, j'ai des pensées que j'ai pas du tout décidé d'avoir, parce que moi j'ai vraiment envie de lire mon bouquin, sauf que ça me lâche pas, et ça m'empêche de lire, je ne comprends rien à ce que je lis, et ça, c'est valable maintenant, vous êtes en train de m'écouter, mais je suis sûre que pendant que je vous parle, il y a un bras là-dedans, c'est quelque chose. Hein. Alors on est tous des champions, parce que quand même c'est énorme hein, ce qui se passe là. D'arriver à vivre avec tout ça, d'arriver, vous êtes en train de m'écouter, mais vous devez vous écouter en même temps. C'est tout en stéréo. Du coup, si c'est pas vous qui décidez de toutes vos pensées, c'est qui? Quelle drôle de question. On va faire un petit test. Je vais vous demander de vous mettre dans une position intéressante, vous allez voir. Vous allez dans votre tête, je ne vais pas vous demander de vous mettre en poirier. Vous allez imaginer que vous êtes au cinéma. D'ailleurs, c'est facile à imaginer, hein? Vous voyez? Vous êtes des téléspectateurs, vous êtes au cinéma et vous allez être téléspectateurs de votre mental. C'est-à-dire que l'écran, c'est là-dedans. Et vous allez vous mettre en position de guet, c'est-à-dire vous demandez de façon très curieuse, hein, vous allez dire, je me demande quelle pensée mon cerveau va m'envoyer. Je n'en sais rien, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir, hein. Mais vous allez faire cet exercice. Je veux absolument attraper la pensée suivante.
Je veux la voir, la conscientiser, parce que vous savez bien qu'on ne conscientise pas tout, vous imaginez un peu, on serait fatigué. C'est juste essayer d'attraper la pensée qui va arriver. Donc vous, on va faire un petit moment de silence. Qui a eu un blanc? Pas de oser lever la main, je vois bien, ouais. Pas mal. Pas mal. Pourquoi pas mal? Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui font des années de méditation pour arriver à avoir un blanc. Un blanc, ça veut dire un espace de silence entre les pensées. On appelle ça un espace créateur. Et là, tout d'un coup, il y a un autre accès à autre chose, quand ça se tait un petit peu. Donc, j'ai plus beaucoup de mains se lever, donc c'est super fort. Alors, ça veut dire quoi? C'est normal que vous ayez eu un blanc parce que il y a quand même un état de confusion qu'on installe, dans le sens où, en général, vous ne vous posez pas ce genre de questions et les pensées défilent. Alors, certaines, vous les conscientisiez, la plupart plus, parce que ça fait trop de bazar là-dedans. Et du coup, ici, je vous ai demandé de vous mettre en témoin. On vous a demandé d'observer vos pensées, c'est-à-dire de vous mettre comme spectateur. Vous avez bien compris ça. Hein? Je m'assieds sur une chaise et j'attends sur l'écran que quelque chose veuille venir. C'est un peu comme au cinéma, vous ne connaissez pas encore et le film commence. C'est pareil, je vous ai demandé de faire ça. Et du coup, le blanc, c'est un état de confusion. Parce que tout à coup, il y a une partie de nous qui génère les pensées, on va y venir. Cette partie se sent démasquée. On est en train de dire, bon ben, hein, tu vas envoyer un film, eh bien moi je vais regarder ton film, observer. Et du coup, ça crée comme un état de confusion. Et le blanc, c'est ça. Mais derrière, les pensées sont revenues, évidemment. Ça va pas rester bien longtemps sans penser. Hein. Et donc, on ne décide pas. Alors ça peut arriver qu'on décide. Hein. On peut décider à certains moments, voilà, moi j'ai envie de penser à ça. Je l'ai fait tout à l'heure. Avant de venir, j'ai décidé de penser à ma conférence. Je me suis dit, tiens, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? Au final, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et donc, je me suis mis dans mon film. Je l'ai décidé. Ça n'a pas empêché qu'il y a quand même des pensées parasites. Hein. D'accord? Il y a quand même des choses qui viennent. Il faut tout le temps se réaligner, se recentrer parce que ça part dans tous les sens. Mais quand même, on peut choisir à certains moments des pensées, mais vous comprenez bien que la plupart du temps, ça se passe au-delà de notre volonté, tout ça. En fait, notre mental fait son trip tout seul. Et vous avez aussi compris pourquoi c'est embêtant. C'est embêtant parce que pendant ce temps, on n'est pas là. La vie, c'est là. C'est maintenant. Ou jamais. Et du coup, comme le mental envoie les pensées tout le temps, ben vous avez compris que ces pensées nous amènent dans un état qui est en lien avec les pensées. Hein? Je pense à quelque chose d'agréable, je ressens une joie, je pense à quelque chose de désagréable, je ressens... Ben oui, mais pendant tout ce temps-là, la vraie vie, elle se déroule. Et j'y suis pas. Donc, ce mécanisme-là, c'est quand même essentiel de le comprendre. Parce que, puisque nous courons tous après la paix, autant comprendre pourquoi elle est menacée. Cette idée de qui pense alors? C'est un peu curieux. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ensemble ce mécanisme. Je vous ai demandé de faire quelque chose d'assez étonnant. C'est de vous mettre en observateur de vos pensées. Ça veut dire que vous, il y a un vous, et puis il y a vos pensées. Et c'est pas nécessairement en lien. Il y a un mécanisme qui peut vous échapper. Vous pouvez devenir complètement observateur de ce qui se passe. C'est un peu inquiétant de se dire qu'il y a quelque chose en nous qui peut fonctionner tout seul, comme ça, sans notre volonté. Hein, pas toujours évident. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le savent. Peut-être que vous avez vécu des nuits entières, vous ressassez des trucs. C'est infernal. Et vous voulez dormir, mais non. Blablabla. Et alors, ce qui est le plus fort, c'est que finalement, c'est en boucle. C'est les mêmes trucs. On se raconte en boucle la même histoire, les mêmes scénarios. Et on se de tout ça. Donc là, du coup, c'est qui alors? Parce que qui est cette personne qui regarde les pensées et qui alors envoie ses pensées? Puisque c'est pas moi. Puisque moi, je peux les observer sur mon écran, alors qui m'envoie ses pensées? S'il y a une partie de moi qui fonctionne en autonomie. On parle beaucoup du mental. Moi, j'entends beaucoup parler, le mental, il faut arrêter le mental, il faut calmer le mental. Ok, d'accord. Moi, je fais une petite distinction. Pour moi, le mental, ce n'est qu'un outil. Alors, je ne dis pas que je suis en train de vous dire la vérité. Hein. Bon, parce que moi, je suis comme vous, je fais ce que je peux.
Mais ça m'a bien aidé de le comprendre comme ça. Donc, je quitte. Alors, si ça peut vous aider aussi, je partage volontiers. Le mental, pour moi, c'est un outil. Et c'est un merveilleux outil. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on me lobotomise. Hein. Je ne voudrais pas vivre sans mon mental. C'est un outil qui nous permet d'encoder de l'information. C'est cet outil qui nous a permis d'apprendre les codes, parler notamment. Hein. Il a fallu quand même que j'ai un outil pour apprendre tous les codes du langage et puis que je puisse leur manifester tout ça. Je suis ravie de parler. Après, il y a toute cette information qu'on peut trier, on peut la ranger, la synthétiser, l'organiser, mettre dans des boîtes. Hein. Tout ça, avec notre mental, on peut planifier, on peut faire plein de trucs. Bon, c'est quand même un outil formidable. La seule chose qui est un petit peu gênante avec le mental, c'est que, vous l'avez compris, c'est lui qui organise notre pensée. Et moi, j'aime ça. C'est intéressant, la pensée. Sauf que... on perd un peu la clé. Pour moi, un outil, c'est quelque chose qu'on peut ranger dans sa boîte quand on en a fini avec. Je veux un marteau, je veux planter un clou, je plante mon clou et je range mon marteau quand j'en ai fini. Ça devrait être comme ça que le mental. J'ai besoin de parler, d'organiser, de planifier très bien, de synthétiser. Je sors mon outil et quand j'en ai fini, je le range. Et comme ça, je peux profiter de l'instant. Eh bien non, je ne le range pas. Ça, c'est gênant. Alors, c'est pas le mental qui est gênant, c'est qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fonctionne, il continue à fonctionner quand je le lui demande pas. C'est ça qui est gênant. Et en plus, pour me raconter des trucs que je n'ai pas envie qu'il me raconte et qui sont souvent inutiles et complètement stériles. Parce que se projeter dans l'avenir, ce que fait à peu près tout le monde, qu'est-ce que je vais faire demain, comment ça va se passer, d'anticiper, ça sert à rien. Donc ça peut servir pour organiser des choses ponctuellement. Hein, vous voulez organiser vos vacances, ok, on peut y penser, c'est qu'est-ce que j'ai envie, ok. Mais dans notre quotidien, c'est pas tout le temps ça qui se passe. Alors, juste, je vais faire intervenir une notion, je vais essayer d'aller vite pour ça, mais je trouve que c'est essentiel qu'on en parle, c'est l'ego. Vous savez ce que c'est l'ego? C'est la petite voix. C'est quoi? C'est toujours la petite voix. La petite voix. Oui. Bon, on a tous un ego, hein, vous connaissez, vous savez, tout le monde sait vaguement de quoi il s'agit, c'est pas très facile à concrètement l'ego, hein, qu'est-ce que c'est que ça? En attendant, s'il y en a bien qui nous embête, c'est lui. Pas tellement notre mental qui nous embête, c'est l'ego. L'ego, je vais vous l'expliquer comme un des autres, pour que ça devienne quelque chose de concret. Quand nous naissons, là, vous avez vu les petits, les enfants, avant que le mental se construise et qu'il y ait toute cette forme pensée, les enfants sont dans le présent. Et ils font des expériences dans le présent. Et donc, à un moment donné, ils vont apprendre à parler, on va leur désigner les objets, on va leur dire, voilà, ça c'est un sac, ça c'est bleu, rouge, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Vous avez tous vécu ça, moi aussi. On a appris des codes. Et on nous a désigné ce qu'était la réalité au final. Hein, on nous a appris, évidemment, des choses basiques, mais aussi tout le reste. On a mis des interprétations sur chaque chose. Ça, c'est notre programmation. Nous avons été encodés comme un ordinateur. C'est une évidence. Nos pensées sont organisées en fonction de cet encodage. Alors, évidemment, qu'est-ce qui est le plus important pour un enfant? C'est valable pour tous les enfants. Qu'est-ce qui est à ça? Tout petit, dès que nous naissons, hein, vous savez que les enfants sont dépendants, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Alors au début, il y a la survie bien sûr, mais très rapidement, qu'est-ce qui devient le plus important? L'amour, la relation, la reconnaissance, la relation à l'autre. Voilà, la relation, la bienveillance, tout ça. Bien sûr que tous les enfants, on rend ça basique, hein, je vous l'ai dit, les enfants, jusqu'à l'âge de 8 mois, ils sont dans leur univers, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur propre espace, en lien avec le tout, hein, les bienheureux. Et vers l'âge de 8 mois, il y a une scission, il y a une séparation qui se voit, en tout cas un passage, où l'enfant commence tout à coup à se rendre compte qu'il est un être à part entière, c'est-à-dire qu'il est séparé de l'environnement. Et ça, c'est une sacrée nouvelle. C'est-à-dire que il est différent, il est seul, il est séparé. Et c'est d'ailleurs l'âge, tous ceux qui ont eu des enfants se sont rendus compte, c'est un âge où l'enfant, il ne supporte plus d'être seul. Dès que vous le laissez, il panique, il y a un arrêt, etc. Donc,
à cette prise de conscience-là, il y a vraiment cette notion de je suis seule et j'ai besoin de l'autre pour exister. Déjà, chez l'enfant humain, plus que chez les autres espèces, on ne survit pas tout seul. On a besoin de tout, de l'extérieur pour survivre, c'est pas rien ça. Et en plus, je suis séparée, donc toute ma survie est dans les mains de l'extérieur. Donc l'enfant va se mettre en lien. Et ça va être la chose la plus importante. Pourquoi ? Parce que dans cette prise de conscience de je suis seule, je suis séparée, il ne va conscientiser sa propre existence, de ce je n'est pas le tu en face, à travers le regard de l'autre. J'existe parce que l'autre en face me renvoie que j'existe. Et bien voilà une sacrée nouvelle pour nous. Parce que du coup, ce j'existe à travers le regard de l'autre, je ne sais pas si vous ne sentez pas, c'est toujours d'actualité. Oui, ça ne finit pas ça. Donc l'enfant va se construire à partir de ce moment-là dans le lien à l'autre, avec évidemment le besoin d'être confirmé, reconnu, valorisé, aimé, vous dites comme vous voulez, c'est toutes les sens de la même chose. C'est que l'autre reconnaît mon existence, alors moi je la reconnais aussi. Je peux la sentir comme ça. De moi à moi tout seul, pas simple. Et de là part toute la construction de l'ego. Vous imaginez un océan. Vous êtes devant l'océan et vous voyez cet océan et vous vous dites, c'est un océan. Jusque-là, je retire une goutte d'eau de l'océan. Je l'isole, je la regarde. Qu'est-ce que je me dis ? Oh, la jolie goutte d'eau. Oh, il est mouillé. Je l'identifie comme une goutte d'eau. Ensuite, je la remets dans l'océan. Après l'avoir visualisée, reconnue comme une goutte d'eau, elle disparaît et je suis de nouveau devant l'océan. Est-ce que la goutte d'eau est différente ou est-ce que c'est la même chose que l'océan ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est fondamentalement oui. Vous êtes d'accord ? À partir du moment où on la met dans l'élément, elle devient l'élément, elle disparaît, elle est de même nature, de même essence. Mais quand même, si je l'isole, je vais identifier une goutte d'eau, je vais lui donner une identité propre. C'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Nous sommes de même nature et de même essence, comme l'océan. Mais notre ego, c'est la partie de nous qui nous identifie en tant que je. La goutte d'eau qui est différente quelque part ou unique. Et même si elle est de la même nature, si je l'isole, elle va devenir une goutte d'eau. Elle aura cette identité propre. Donc l'ego, c'est la partie de nous qui est censée nous différencier. Faire en sorte que nous soyons un je. Il n'y a qu'un je. Il n'y a qu'un je par personne. Alors ça c'est le job de l'ego. Vu que vous comprenez que comme les gouttes d'eau, l'être humain est de même nature, de même essence, ça c'est quelque chose que moi j'ai compris, puis que je pense que quelques personnes ici qui ont fait des stages avec moi, vous avez compris ça aussi. Qu'on n'est pas très différents. En soi, on n'est même pas très différents du tout. Au niveau de plein de choses. Mais notre ego, depuis que nous sommes tout petits, pour exister, pour que ce je existe, on reçoit un nom, un prénom, et comme on n'existe que dans le lien, on fait tout pour exister aux yeux des autres. Commencer par nos parents, pour qu'ils soient fiers de nous, qu'ils nous reconnaissent, qu'ils nous valorisent, qu'ils nous montrent qu'on existe, bien sûr. Et après, avec le reste du monde. Et donc, on va puiser dans l'encodage, puisqu'on a été encodé, toutes les croyances, tout ce qu'on nous a dit, nous a véhiculé comme information, l'ego va se nourrir de ça. Pour que vous soyez différents. Mais différents de tout le monde. Pas juste différents de quelques personnes, différents tout court. Il n'y a qu'un je, c'est moi. Ça, c'est mon ego. Et ça, je ne sais pas si vous mesurez à quel point c'est difficile. Parce que être quelqu'un d'unique, de différent. Regardez, nous sommes des milliards. Alors oui, nous sommes différents physiquement. Ça, c'est magique. Moi, je trouve ça magique. C'est incroyable. La créativité de l'univers. Pour nous donner tous une forme différente, mais c'est on mesure même pas ça. Nous, on s'étonne plus, mais c'est étonnant quand même. Mais du coup, donc nous sommes différents dans la forme, mais nous ne sommes pas tellement différents dans le fond. Notre ego, lui, il doit faire, et c'est son job, toute votre vie, il va se battre pour ça, que vous soyez unis, différenciés,
L'idée, c'est vraiment que dans toute la foule du monde, vous ayez quelque chose de particulier, d'unique. Alors en soi, c'est une réalité. Parce que nous avons tous une vibration unique. Vous êtes une vibration unique. Mais par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que l'ego, il part d'une blessure chez chacun de nous. Pourquoi ? Parce que tout enfant a besoin d'être reconnu, valorisé, aimé, etc. Chaque parent a fait de son mieux, mais aucun parent n'a pu donner un amour inconditionnel, réellement inconditionnel. Parce que ça voudrait dire, s'il arrive à le faire, qu'il a cet amour inconditionnel pour lui-même. Et nous sommes peu sur la planète à accéder à ça. Inconditionnel, ça veut dire il n'y a pas de condition à mon amour. Donc, pourquoi nous ne l'avons pas vécu ? Parce que nos parents, ils sont où ils sont. Et bien souvent, ils avaient des attentes vis-à-vis de nous, des projections, des envies, des peurs, et puis des choses qu'ils peuvent accepter, puis d'autres qu'ils ne peuvent pas accepter du tout. Les enfants, ça nous met dans l'inconfort. Quand ils ne se comportent pas comme on pense que ça doit être, ce n'est pas si simple à ce moment-là de les accueillir. Donc, nous avons tous mesuré dans notre expérience que nos parents nous reconnaissaient plus quand on était comme ça que quand on était d'une autre façon. Qu'ils avaient plus de fierté dans les yeux quand on avait tel type d'attitude ou pas une autre, etc. Et ça, l'enfant le mesure. Il mesure à quel point, quand il met le parent dans l'inconfort, quand le parent est déçu, quand le parent est inquiet, et tout ça, ça s'encode. Alors, l'ego, il a un job, comprenez-le bien, c'est de faire de vous cette personne unique, mais pas comment il va s'y prendre, vous allez vous reconnaître là, vous allez bien comprendre, pour que vous soyez différent de tout l'océan. Pas que physiquement, parce que ça ne suffit pas. L'ego ne s'arrête pas là. Il faut que vous soyez aimable, vous l'avez compris, les petits enfants dont on parle, c'est toujours nous, pas changer. Toujours dans les yeux des autres et dans le lien, on sait qu'on existe. Et en plus, on va déployer énormément de choses pour être aimable, reconnu, confirmé, bien sûr. Ça fait partie de notre recherche, pour être en lien. Et l'ego, lui, c'est tellement difficile. Moi, je pense, le job de l'ego, c'est vraiment un job qu'il faudrait gratifier. Parce que pour que nous sortions du lot de la masse humaine, et que nous soyons reconnus, et bien, l'ego, il n'a qu'une solution, c'est que nous soyons parfaits. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut qu'on soit meilleur. Donc, comment on va faire ? Il faut qu'on soit plus beau, qu'on soit plus fort, qu'on soit plus intelligent, qu'on soit plus ceci. L'ego, il met des plus. Il essaye de se démarquer. Sinon, on se noie dans la masse. Ça donne une grosse fragilité pour la plupart d'entre nous, qui n'est pas toujours au même niveau. Il y a des personnes plus sécurisées que d'autres, mais on a tous cette blessure-là. Et du coup, on la conscientise comment ? Parce que l'ego nous pousse à toujours plus, toujours mieux. Qu'on soit meilleur, il faut qu'on en fasse plus. Il y a quelque chose qui est comme la course à l'insatisfaction. Alors, à l'intérieur de nous, l'ego, retenez simplement que l'ego vit dans la peur. À votre avis, quelle peur ? Quelle est la peur de l'ego ? Mourir, disparaître, l'abandon, le rejet, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, c'est toute la même peur. C'est formulé différemment, mais au fond, c'est toujours, ça renvoie à la même chose. Oui, tout ça, c'est la plus grande peur. C'est de ça dont on a le plus peur. Et au final, de disparaître. Parce que c'est quand même ça la clé. C'est d'être cette goutte d'eau qu'on remet dans l'océan. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais si je vous disais, mon Dieu, que tu es ordinaire. En voulant vous faire un compliment. Comment vous sentez cette information à l'intérieur de vous ? Tu es banal. Waouh. Pour l'ego, ça passe juste pas. Parce qu'il fait tout
pour que vous sortiez de ce lot. Hein? Alors être ordinaire, quelle insulte, hein? C'est comme si Dieu, tu n'existes pas, on ne te voit pas. Alors du coup, c'est sûr que cet ego, il est à l'intérieur de nous, c'est une partie de nous qui est tellement apeurée. Mais il a bien raison, comment on fait pour sortir du lot, hein? Tout le monde est chouette, tout le monde a plein de trucs, et nous on doit se faire reconnaître, se faire aimer, se valoriser, parce qu'on n'existe pas à nos propres yeux. Ça, c'est notre blessure de base. Hein? Je n'existe pas, je ne suis pas aimable juste moi en tant qu'être, en tant que tel. J'ai besoin tout le temps d'être confirmée de l'extérieur. Ça part de là, notre blessure. Et c'est tout le chemin qu'on a à faire à l'inverse pour arriver à se reconnaître soi-même. Quel vaste programme. Et cet ego vit dans la peur. Peur, que vous disparaissiez. C'est aussi ce qui fait que nous vivons des relations pas simples. Parce que nous cherchons l'amour à tout prix. Bien sûr. C'est ce que nous cherchons. Mais pour l'ego, l'amour, c'est pas nécessairement en lien avec ce qu'est vraiment l'amour. L'ego, lui, il cherche à être assuré. Il cherche à être confirmé, il cherche à avoir un regard positif. Vous connaissez l'état amoureux? Enfin, je vous le souhaite. L'état amoureux, c'est un état où tout à coup, je suis ici dans cette salle et je repère une personne, je suis séduit. Cette personne sent qu'il y a quelque chose qui séduit chez moi, il y a un échange qui se passe. Et l'état amoureux, parfois, c'est quelque chose qui peut arriver sans aucune... on ne connaît rien de la personne, on n'a même pas parlé avec cette personne, etc. Et tout à coup, on a l'impression que c'est la personne la plus importante de la Terre. Hein, qu'on ne peut plus vivre sans elle. Ce qui se passe dans l'état amoureux au niveau de l'ego, c'est ce sentiment dont je vous parle, c'est-à-dire d'être tout à coup dans les yeux de quelqu'un. Je vois que je sors du lot. Dans toute cette foule humaine, cet homme, il m'a vu. Et en plus, il m'a vu, je ne lui ai plus. Et si ça va plus loin, je deviens essentielle pour lui. Il n'y a que moi qui veux, alors qu'il y a des milliards de personnes, c'est moi qui veux. Hein? C'est moi qui le séduis, c'est moi qui... Alors du coup, vous comprenez bien que c'est la quête de l'ego, ça. C'est ce qu'il cherche toute sa vie, d'être confirmé, d'être assuré à ce niveau-là. Alors bien sûr, dans l'état amoureux, c'est pas pour rien qu'il est si euphorisant. Il y a tout à coup un apaisement. Je suis enfin quelqu'un dans les yeux, mais vraiment quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui m'accepte totalement, qui m'accueille, qui me regarde avec des flammes dans les yeux et me dit « Mon Dieu, que tu es belle et intéressante. » Et... Moi, c'est sûr que c'est plaisant, ça. Malheureusement, si on est juste dans une relation égotique, ça va durer. Parce que, juste, je parle de, on joue un peu, mais de cet état d'encensement, parce que je vais devenir dépendante de ce regard. C'est pour ça que dans l'état amoureux un peu passionnel, il y a comme besoin d'être en lien tout le temps. Si l'autre est là, ça va, s'il est plus là, je deviens dépendante. Pourquoi? Parce que ce regard que cette personne pose sur moi, c'est à travers ses yeux que je me sens enfin quelqu'un de bien. Je sens que je suis la plus belle, je sens que je suis intéressante. Mais c'est quand cette personne me le renvoie de moi. Moi, j'ai toujours rien guéri. Donc j'ai besoin de cette personne, moi, pour me renvoyer ça. Ça, c'est d'ego à ego. Et évidemment, je vais commencer à avoir besoin de ça, et puis, normalement, ça va se transformer petit à petit, il va y avoir des choses qui se passent, et du coup, là, l'ego est complètement paniqué. Ça peut être très, très souffrant. Donc, vous comprenez que l'ego, c'est la peur qui domine dans sa réalité. Peur pour vous. C'est une bonne intention, hein, ceci dit. Il est fragilisé dès le départ, et donc ça donne quoi dans notre intérieur? Vous allez le reconnaître, c'est une pression, une tension pour être mieux, pour évoluer, pour être plus ceci, moins cela. Et donc c'est comme à la fois c'est une force positive parce qu'elle nous fait avancer, mais en même temps c'est infernal. Ça nous rend fragiles à des tas de niveaux. Prenez un exemple, il vous suffirait, vous êtes dans une salle, vous connaissez personne.
c'est pas des personnes proches, etc. Mais une personne qui fait une critique, si l'ego est fragile, ça va être terrible. Il y a des personnes qui vont démolir et qui vont passer des semaines à s'en remettre. Ou vous êtes au boulot et il y a une personne qui vous aime pas, vous apprécie pas, elle vous juge, elle vous pointe des trucs, vous je sais pas quoi. Ok, il y a des personnes qui rentrent en dépression pour ça. Parce qu'il y a une seule personne, et pourtant elles sont entourées, elles ont un mari aimant, une famille. Il y a une personne qui ne renvoie pas quelque chose de positif, ça détruit toutes les bases. Parce que l'ego est fragile. Lui, ce qu'il veut, c'est plaire à tout le monde. Être parfait. Il n'y ait pas qu'on ne puisse pas nous prendre en défaut, parce que chaque fois qu'on pointe une critique, chaque fois que quelqu'un n'aime pas, chaque fois que je sens quelque chose qui déforme, c'est comme si j'étais plus une bonne personne. C'est toute mon identité qui est remise en question. C'est extrêmement fragilisant. Et il faut déjà avoir fait un chemin par rapport à son ego pour arriver à se tranquilliser. Comprenez que la paix intérieure est menacée par ça. On n'a pas besoin des autres pour pas être en paix. C'est pas eux les pires. Par contre, il y a quand même des jours où on sera plus susceptible que d'autres. Plus susceptible. Oui. Oui. Alors quand on est fragile, mais après, on chemine quand même, chacun, parce que sinon on est en enfer permanent. Il y a des gens qui sont en enfer permanent. Et il y en a beaucoup. Mais quand même, à travers nos expériences, on est censé cheminer. Vous comprenez bien qu'on fait un chemin à l'envers. Hein. Je ne sais plus, j'ai reçu un mail, vous l'avez peut-être reçu, on expliquait qu'on finalement vit sa vie à l'envers. On est dans un état de présence, d'amour finalement, hein, quand on est enfant, et on se construit avec un ego mental, avec tellement de complications, pour retrouver la paix, c'est possible, alors qu'on est avec. Donc c'est vrai qu'il y a ce travail, donc pour moi c'est essentiel, je vous partage ça aujourd'hui parce que j'ai compris que c'est tant qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe, l'ego récupère le terrain, à peu près tout le terrain. C'est un peu lui qui vit votre vie à votre place, pour être clair. Pourquoi ? Parce que la peur est tellement dominante dans notre expérience, cette peur de rater, peur de ne pas y arriver, peur de passer à côté de quelque chose, peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être jugé, d'être ridicule, toutes les peurs que nous avons, en fait c'est la même. Hein. Si vous regardez dans les sens, c'est la même peur. Et ces peurs sont tellement présentes qu'au final, ça induit tout notre système de pensée. En fait, l'entité qui récupère notre mental, la plupart du temps, c'est l'ego. C'est lui qui a tellement peur qu'il se projette en permanence dans le futur. Pour essayer de le contrôler, pourquoi croyez-vous qu'il fait ça ? Pourquoi on pense à ce qui va se passer ? Pour avoir un contrôle dessus. On s'imagine qu'on prévoit qu'on met en place des choses. Ça nous donne le sentiment d'être au contrôle de la réalité, de notre destinée. Et quand on ressasse dans le passé, c'est parce que l'ego a l'impression que c'est ça qui l'a construit. Je suis ce que j'ai été. Je suis ce que je suis parce que j'ai vécu ceci, cela, toutes mes expériences. Je suis la somme finalement de toutes ces expériences. Alors bien sûr que nos expériences ont construit notre mode de pensée. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous ne sommes pas réduits à ça. Mais l'ego, lui, il se nourrit de ça. Il adore ça. Il peut même se nourrir de la souffrance. Pour beaucoup d'êtres humains, souffrir, c'est une façon d'exister. Je suis plus intéressant, je suis quelqu'un parce que moi j'ai vécu ça et ça et ça, j'ai traversé ça et ça. Et l'ego s'accroche, il se nourrit de ça. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème pour moi dans la psychothérapie. C'est quelque part un moment, je me dis mais c'est pas possible. Et au final, l'ego, j'avais pas encore conscience de l'ego à l'époque, mais on finit par se nourrir de toute cette souffrance. Et de s'identifier à ça, et de se dire qu'on est quelqu'un face à ça. Alors comment on la lâche après ? Si ça fait partie de notre identité. La vie, ça se passe maintenant. C'est ici. Ou c'est pas. Le bonheur, c'est maintenant. Ou c'est pas. L'ego, il va vous raconter des salades. Il va vous dire, comme il veut toujours faire mieux, parce qu'il croit qu'il y a toujours mieux. Hein, ça, c'est sûr. C'est vraiment le propre de l'ego. Puisqu'il veut toujours vous tirer de l'avant. Il veut que vous vous améliorez pour que vous soyez encore plus reconnaissable, encore plus reconnu à vos yeux.
Sauf que, vous savez déjà, tout le monde sait ça, que c'est à nos propres yeux qu'on doit se reconnaître. Ça sert à rien de chercher dans les yeux de l'extérieur, on le fait quand même. On le fait quand même tout le temps. C'est pour ça qu'on n'est pas en paix. On passe son temps à ça. Donc quelque part, l'ego, lui, il continue à vous dire ça ira mieux quand. Quand quoi? Quand je serai plus intelligent, plus sage, plus spirituel, quand je serai moins blessé, que j'aurai fait ceci, pas cela, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai... Oui. Vous le savez que c'est pas vrai ça. Vous devriez le savoir déjà. Parce qu'on en a fait des choses déjà dans nos vies. Alors bien sûr que tout ça fait partie de notre parcours. Mais on ne peut pas lier sa paix intérieure ou son bonheur ou sa joie à quelque chose d'extérieur, à la résolution de quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas chercher la paix en bidouillant des choses à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut aller bidouiller. Ça se passe là. Tout se passe là. Toute la réalité, toute notre dimension se passe à l'intérieur. Et l'extérieur n'est que la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Alors ça, dans un premier temps, on peut le comprendre intellectuellement comme on peut, mais arriver à le vivre, à l'intégrer, à le comprendre intérieurement et à l'appliquer, à le palper, c'est quand même énorme. Parce que tant qu'on est là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de contrôler l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pourquoi on n'est pas en paix dans nos relations? Vous avez compris ce que c'est un ego? Et vous croyez que quand on se rencontre de personne à personne, c'est pas deux égos qui se rencontrent? Qu'est-ce qu'il veut l'ego? Le pouvoir. L'autre n'est qu'un jouet de satisfaction. C'est tout. C'est pas sympa à dire, hein? C'est quand même comme ça. Je t'aime tant que tu me renvoies tout ce que j'ai bien envie que tu me renvoies. Tant que tu me satisfais dans certains de mes besoins, tant que je t'accueille, tant que ça me nourrit. Mais si ça ne répond plus, ou si ça c'est plus dans mon cadre, c'est plus difficile. Donc l'ego, dans les relations, avoir le pouvoir, utiliser l'autre pour qu'il nous satisfasse, c'est les jeux de l'ego. L'ego est vulnérable, il va toujours essayer de contrôler, tout le temps. Votre vie aussi, votre destinée. Et d'ailleurs, il croit qu'il le fait. C'est ce que nous faisons le mieux. Essayer de maîtriser les situations. Quand il vous arrive un événement pénible, on parle de souffrance. Pourquoi l'ego tourne en rond comme ça, la nuit? Pourquoi il vous embête? Et il ressasse, et il ressasse, et il repasse. Parce qu'il veut contrôler. Il veut trouver le moyen de contrôler cette situation. Il ne supporte pas l'idée de ne pas avoir le contrôle. Pas pour ça qu'il trouve. Mais qu'est-ce qui peut nous embêter? Donc, voilà pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, où je suis rendue aujourd'hui, peut-être dans 10 ans je parlerai autrement, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que de conscientiser comment ça fonctionne, ça, à l'intérieur de nous, c'est un pas vers une sacrée libération. Tant qu'on n'est pas conscient déjà qu'on a un ego, de comment il se manifeste. Si j'ai un ego, la bonne nouvelle, c'est aussi que c'est pas tout moi, je ne suis pas mon ego. D'accord? C'est que une partie à l'intérieur de moi apeurée qui essaye de me définir, de me mettre dans une boîte pour que je sois bien aimable et reconnaissable, que ce jeu existe. Mais derrière ça, il y a toute une dimension, tout l'océan, dont on a parlé tout à l'heure, qui est là. Et ça, c'est autre chose, c'est être. Et c'est une dimension inimaginable pour l'ego, ça. D'ailleurs, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que être, c'est l'océan, ça veut dire je suis plus en résistance, j'ai plus besoin en permanence de mettre de la pression sur tout, parce que je existe même si je fais rien. Donc, j'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai pas besoin d'être le meilleur, j'ai pas besoin de me comparer aux autres en permanence, ni de chercher à l'extérieur parce que je vais rien y trouver. Des petites compensations. Très éphémères. Donc ce travail-là, ce travail intérieur, il nous demande de conscientiser. Pour moi, en tout cas, ça a été énorme de dire, ben oui, je comprends pourquoi je ne suis pas en paix. Je comprends bien, je comprends pourquoi les autres ne sont pas en paix non plus. Parce qu'effectivement, l'ego récupère
Le mental, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un outil formidable. Grâce à ça, il peut blablater toute la journée, en essayant de contrôler les situations. De faire en sorte que vous ayez qu'il ait le contrôle sur ce qui se passe. Donc, le mental est occupé la plupart du temps par l'ego. C'est lui qui fait ça. Quand il vous fait penser tout le temps, pour que vous ayez le contrôle, tout simplement. Ou que vous ayez l'impression de l'avoir. Et donc, c'est aussi lui qui réagit. C'est lui qui nous pousse dans beaucoup de nos objectifs. Pas toujours le meilleur. Parce que quand l'ego, vous avez compris que sa motivation de base, elle part de la peur. Ça, c'est pour vous montrer que les rêves ou les objectifs qui sont dominés par l'ego, malheureusement, c'est du leurre. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sa passion, qu'il faut aller au bout de ses trucs, c'est pas ça que je veux dire. C'est de bien faire attention, de bien conscientiser quand est-ce que c'est l'ego qui mène. Pourquoi on fait les choses? Quelles sont la motivation en dessous de ça? Parce que moi, je pense que l'être humain est vraiment, vraiment naturellement en expansion. Nous sommes en déploiement, nous sommes vraiment là pour manifester qui on est. Parce que nous sommes dans le concret, dans une réalité qui est bien, bien tangible, et nous avons quelque chose à vivre, à partager, à apporter. Mais c'est pour ça qu'on est amené à tout le temps sortir de notre bulle de confort. Pas rester figé comme des petits poissons rouges dans des bocaux qui tournent en rond. Il faut, pour se déployer, traverser très souvent dans nos vies de l'inconfort. Des moments où il faut... On a peur, mais on y va quand même. Hein? Si moi, j'avais pas traversé ma bulle de confort, jamais je serais ici en train de vous parler, et puis qu'est-ce que je le regretterais? Parce que je l'aurais pas imaginé, parler en public, mais quelle horreur. Hein? Aujourd'hui, je me suis donné ces moyens-là. Mais ça a été super inconfortable, je ne vous le cache pas. Il a fallu en dépasser des peurs, il a fallu traverser des zones où j'aurais bien reculé et je me serais bien enfuie. Mais je l'ai fait. Hein? Et finalement, quand on sort de sa bulle de confort, on se déploie. On se dit, parce que moi, je sais que très vite, après la deuxième conférence, je me dis, waouh, ben en fait, j'adore faire ça, moi. Alors j'ai un peu peur, mais au final, c'est super, c'est chouette de partager, j'aime faire ça. Alors, je ne m'en serais jamais rendu compte. Et j'ai pas envie de faire autre chose là aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais... Donc quelque part, et au final, à force de faire les choses et de sortir de la bulle de confort et d'ouvrir chaque fois un peu plus l'espace, ça devient même joyeux, ça devient... On n'a plus besoin de se préparer, il y a plus... C'est ok. Hein? Plus on fait avec ce qui est, plus c'est confortable. Alors il y a d'autres zones d'inconfort qui arrivent. Parce que l'expansion, elle continue. Hein? Le bocal s'agrandit, mais après il y a un autre bocal. Et on n'a pas fini. Personne n'a fini. L'expansion, c'est à l'infini. Mais ça ne doit pas être motivé par l'ego. Alors, parce que l'ego, c'est ce qui va vous raconter, il faut faire ça parce que tu seras plus ceci ou moins cela. C'est là que vous savez, il y a un enjeu d'identité. Je serai plus heureux quand je serai plus riche, quand je serai plus ci, quand Alors ça, cette conscience-là, je vous la souhaite. Je ne sais pas où chacun de vous en est sur son chemin. On est tous sur le même chemin. Je suis désolée pour nos égos, mais on n'est pas très différents les uns des autres. On est sur le même chemin. Et ce parcours-là, on a tous à le faire. Alors, soit on le fait, en traversant les inconforts, et en apprenant à être soi à travers tout ça, soit on ne le fait pas. Ne pas le faire, ça veut dire ne pas prendre la responsabilité de son propre bonheur ou de sa paix. Si on ne prend pas la responsabilité, on n'agit qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui le font, et c'est ok. C'est un choix. Mais si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas fait ce choix. Parce que forcément, il y a quelque chose en vous qui cherche à se déployer, quelque chose qui cherche à s'apaiser. Et du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment la compréhension que ça se passe à un niveau d'une transformation intérieure. Ça ne sert à rien de vous fatiguer pour essayer de changer les événements à l'extérieur. On peut le faire, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de boulot. Voilà, on fait tous des changements à l'extérieur. Mais ces changements ne devraient être que la suite logique d'un déploiement intérieur. Donc, ça se manifeste logiquement. Parce que la plupart du temps, c'est pas comme ça, c'est des enjeux. C'est comme on essaye de trouver la paix, on essaye de trouver l'apaisement en changeant tous les éléments à l'extérieur. Je vais changer ma relation, je vais changer de boulot, je vais changer de maison, je vais changer de lieu, je vais changer... Ok, tout ça n'est pas un souci, mais ça ne doit pas être comme une recherche d'aboutissement. Le travail se fait à l'intérieur.
Et le chemin le plus juste, c'est quand je manifeste, je transforme intérieurement mon énergie, mon regard, mon attitude par rapport à la vie, mon apaisement, par rapport à qui je suis, par rapport à mon ego justement, son inquiétude. Et quand je commence à faire ce trajet à l'intérieur, ça devient facile de manifester à l'extérieur. Tout se passe plus facilement. Mes relations sont plus apaisées parce que je suis plus apaisée. Je vais pouvoir manifester dans ma réalité ce que j'ai envie de faire et le faire bien, et gagner ma vie avec ça et obtenir les choses de la vie parce que je suis ce que moi j'appelle alignée. Alignée, ça veut dire je ne suis plus sous domination de mon ego, je suis en accord avec ce que je suis. Il n'y a plus une tension, une lutte intérieure. Donc les choses se passent beaucoup plus fluidement. Vous savez qu'en très peu de temps, je ne sais pas, oui, non, le temps passe vite, mais on a dit beaucoup de choses. On a abordé énormément de choses. Pour moi, aujourd'hui, la clé de tout ça, quand on traverse un événement, c'est un résumé que je vous fais, quand on traverse une difficulté, on en a tous. Tout le monde vit des ruptures, des émotions difficiles, des souffrances, des inquiétudes, des peurs. Quand on est face à un événement comme ça, on a le choix. C'est important de vous conscientiser que vous avez le choix. Soit vous ne prenez pas votre responsabilité. Alors là, vous vous dites, ça suffit, et ça c'est l'ego. On n'a que deux choix dans la vie de toute façon. La peur ou l'amour. La peur, c'est l'ego. C'est lui qui a peur. Et dans l'ego, face à la souffrance, je vais commencer à résister. L'ego trouve toujours que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Il y a mieux, ça devrait être différent. Il se projette toujours dans le futur, il déteste le présent. Donc il va toujours faire des constructions comme ça. Et donc face à un événement difficile, comme il a peur que peut-être, je ne sais pas si votre mari vous quitte ou votre femme, tout à coup vous dites oh là là, mais c'est catastrophique, je ne vais plus jamais vivre, plus jamais rencontrer quelqu'un, et ça ne se passera pas, et ceci, je ne sais pas tout ce qu'il peut vous raconter, et c'est un échec, et je ne sais pas quoi. Et quand vous êtes là-dedans, l'ego va se nourrir de ça, parce qu'il n'accepte pas. Il pense que ça aurait dû être autrement que ça n'est. Et il n'accepte pas ce qui est. Il va résister, c'est ce qui s'appelle la résistance. Et il va commencer. J'ai vu un exemple d'une dame, juste un exemple parmi d'autres que j'ai suivi il y a longtemps, dont son mari l'a quitté, il est parti avec une autre personne, et moi je l'ai vue 10 ans après. Et 10 ans après, elle était toujours dans une rage dingue. Elle a harcelé ce couple pendant des années, leur crever les pneus, faire du harcèlement. Ça a duré 10 années. Ça, il n'y a que l'ego qui peut nous amener dans des trucs particuliers. Elle a gâché sa propre vie. Mais c'est tellement l'ego qui dit non, ça ne devait pas être comme ça. Je n'accepte pas. Alors, je vais inventer des tas de stratagèmes, soit pour récupérer, soit pour bousiller. Mais en tout cas, c'est vraiment propre à l'ego. En fait, là, je nourris la souffrance. Quand on est dans la peur et dans l'ego, je vais commencer à focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui aurait dû être, je résiste, et du coup, je nourris une partie de moi qui n'est pas très chouette, qui va nourrir la souffrance. L'autre option, c'est choisir l'amour. L'amour, pour moi, le meilleur moyen de le formuler, c'est l'acceptation, c'est l'accueil. Cet événement est en train de se passer, c'est une expérience. Et c'est comme ça. C'est ça qui se passe. C'est la réalité. C'est peut-être difficile, ça me ramène à des tas vous comprenez que l'ego va se mêler de ça, il va s'inquiéter, il va projeter des choses, il va enclencher des peurs, etc. Et tout ça, c'est la pensée qui va engendrer beaucoup de souffrance. Si on ne pense pas, on ne fait pas grand-chose. Il faut penser pour être malin dans une situation. C'est parce que mon mari me quitte que je me dis oh là là, mais je ne vivrai plus jamais ça, et c'était bien, et ça je l'aurais plus, et qu'est-ce que je vais avoir, et peut-être j'aurai plus rien, et blablabla. Il faut tout ça pour commencer à se sentir très mal. Si je dis rien, si je coupe le son, bon, ok. Peut-être dans le quotidien, il y aura des manques, etc. Mais c'est pas aussi terrible que si je me raconte toute mon histoire. C'est l'ego. Donc de nouveau, c'est vrai que la résistance à l'événement, ça l'amplifie.
ça le fait durer, ça renforce la souffrance et l'acceptation libère. Je prends quelques minutes juste pour vous parler, parce que ça me tient à cœur, à propos de plusieurs expériences que j'ai mises en place. C'est une suite logique de tout ce que je vous raconte, parce qu'évidemment, mon interrogation, c'était comment je peux proposer ou faire profiter ce cheminement sans que ça dure des années. Hein, parce que moi, j'ai mis des années à faire ce cheminement, mais quelque part, j'ai essayé de rendre ça concret et de faire en sorte de proposer des expériences. Je dis bien des expériences parce que dans les stages que je propose, c'est tout sauf mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas nourrir un corps, et on a assez de pensées comme ça. L'idée, c'est plutôt d'aller vivre des choses, hein, parce que moi, j'ai constaté dans ma propre expérience qu'il y a des choses que je savais depuis bien longtemps, à plein de niveaux, comme probablement vous tous ici aussi d'ailleurs. Hein, il y en a pour qui tout ce que je raconte, c'est pas du tout nouveau. Mais c'est bien gentil, mais c'est quand même à l'intérieur, ça se passe pas comme ça. Et ça, je l'ai vécu aussi. Et quand les moments où ça a lâché en moi, c'est toujours dans des expériences. C'est des déclics. C'est comme s'il y avait une préparation, et puis à un moment donné, ça y est, il y a quelque chose qui s'intègre. Et donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même une forme de travail, de discipline. Moi, j'étais rebelle au mot travail, je viens de mon éducation, mais comme je disais toujours, il faut travailler sur soi. Je trouve ça pas très sympa, moi, de travailler sur soi. Mais en même temps, je suis quand même obligée de me rendre compte qu'il y a un travail à faire. Hein, c'est-à-dire une conscience à mettre. C'est pas le tout d'avoir des outils, c'est pas le tout de vivre des expériences, il faut les appliquer. Moi, je me rends compte que je suis obligée de les appliquer tous les jours. Tous les jours, ça veut dire que quand m'arrive un événement et que mon ego s'en mêle encore, même si je suis consciente, j'ai quand même ce travail à faire, de me dire stop, là, je me mets, hein, j'ai des outils pour ça, je me mets en témoin, je ne fais plus ce choix de me laisser embarquer comme ça, de m'identifier à mes émotions, de m'anéantir pour un oui, pour un non, je ne veux plus ça. Hein, mais c'est un mécanisme, et évidemment ça s'allège au fur et à mesure qu'on le travaille, tout ça s'allège. Il y a une autre vision, il y a une autre façon d'accueillir la vie. Mais ce serait mentir que de vous dire qu'un coup de baguette magique va tout régler. Par contre, les stages que moi je propose, c'est vraiment avec l'idée de dire, bon, tout ce déclic que moi j'ai eu, au final, dans tout ce que j'ai fait sur ce parcours de 25 années, il y a plein de choses qui peuvent se résumer en peu de choses. On vient de le faire. On vient de le faire en 1 heure et demie. On a parlé de choses que j'ai mis des années à comprendre. Donc, on peut aller à l'essentiel. Et puis, ces expériences qui m'ont permis de me transformer, moi, je les ai mis en forme pour les proposer. C'est-à-dire que tout ce qui a été percutant sur mon chemin, des choses qui m'ont interpellée, qui m'ont permis de moi transformer quelque chose, que ce soit au niveau des enseignements, au niveau des intégrations ou des expériences, je les ai mis en place pour pouvoir proposer ce chemin. Parce qu'on n'investit pas tous sur soi de la même façon. Je pense que tout le monde ne met pas un investissement comme j'ai mis pour mettre ça en priorité, et que effectivement c'est possible. Et je veux vous le dire aujourd'hui, je me prends encore 5 minutes pour ça parce que ça me tient vraiment à cœur d'en parler. J'accueille de plus en plus des jeunes, très jeunes. J'ai hésité à le faire pendant longtemps parce que les stages que je fais sont quand même assez, voilà, c'est des expériences intenses. Et j'avais peur tout simplement de dire mais est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est possible, etc. Et ça fait maintenant 3 ans. En fait, c'est les jeunes qui sont venus d'eux-mêmes, hein, qui sont venus se présenter. Alors je me dis, pourquoi pas, ils m'ont dit. Donc je parle de jeunes, bon, à partir de 16-17 ans, on les accueille dans un stage, notamment le stage principal que j'anime aujourd'hui s'appelle le Voyage des héros. Un stage qui a beaucoup évolué avec moi, hein, ça n'a rien à voir, voilà, il y a 15 ans que je l'anime. Mais le stage que j'anime aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a 3 ans ou avec 10 ans. Et ce stage-là, c'est vraiment un stage qui permet de nettoyer. Voilà. C'est un gros nettoyage au Karcher.
ça permet de s'apaiser, d'apaiser les relations, d'apaiser tous les trucs qu'on trimballe avec une vision pas intégrée. Voilà, c'est vraiment lâcher tout ce que l'ego, tout ce à quoi l'ego s'attache. Hein, pour continuer à se nourrir de ça, parce que c'est très difficile d'avancer avec des valises pesantes comme ça. Et on n'a pas besoin de faire 15 ans de thérapie pour ça. Ça, aujourd'hui, j'en suis bien consciente. Donc, voilà, c'est un stage qui me tient beaucoup à cœur. Et là, on a commencé à accueillir des jeunes, et c'est génial. C'est génial. Parce que du coup, bon, leurs valises sont moins lourdes, bien qu'elles sont lourdes, je veux dire, c'est dans les premières années de notre construction d'adulte que tout est joué. Et donc, ils ont le même travail à faire. Sauf que quel gain de temps. Hein, je veux dire, quand ils commencent leur vie, après qu'ils font des choix pour eux, mais ils font plus les mêmes choix, ils sont plus dirigés par la même énergie, c'est génial. Donc moi, ça me tient à cœur, et je vous en parle parce que c'est pas facile de les amener. Évidemment, vous êtes ici, mais eux, ils sont pas là. Ils sont pas encore nécessairement... Ça bouge, hein. Je dis ça, j'en ai dans tous les stades. Hein. Je vois quand même des jeunes, et on a même créé un stade pour les jeunes. Donc, qui est de la même teneur, un peu différent. On va aux mêmes endroits, c'est un stage sur le déploiement et la capacité à conscientiser l'ego, etc. Mais voilà, au mois d'août, il y a un stage spécifique pour eux, à partir de 16 ans. Et c'est juste que j'ai besoin de vous pour relayer l'information. Hein, parce que, évidemment... Comme ils ne viennent pas aux conférences et qu'ils ne viennent pas nécessairement, ils ne savent pas que ça existe et que voilà. Voilà, moi j'ai des jeunes inscrits, mais c'est des jeunes forcément, c'est des parents qui ont fait un bestage, qui disent mais mon Dieu, ben oui, voilà, ou un ami, un fils d'un copain, ou ceci ou cela, qui se dit mais ça serait bien pour lui. Hein. Donc c'est vraiment un stage où on va viser la capacité à se poser les bonnes questions, à recadrer tout ça, à apaiser un peu l'ego, puis à construire des objectifs de vie qui tiennent la route. Vous avez compris que quand c'est l'ego qui mène la danse, on part dans des voies pas toujours évidentes. Donc si vous connaissez des jeunes, 16, 17, 18, 19, autour de vous, voilà, qui auraient une ouverture ou qui sont en difficulté, ou vous sentez que ça pédale, ou vous avez des amis, ou c'est vos propres enfants, vous savez que ça existe. Et voilà, pour moi c'est important d'avoir ce relais pour qu'on en parle et que ça puisse se savoir. Pour le reste, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, le voyage des héros, c'est le stage vraiment de travail de conscience, hein, de nettoyage, c'est un travail d'apaisement, ça permet de gagner un temps quand même assez considérable en termes de travail intérieur et en termes de paix. Et ça n'est pas nécessairement destiné aux personnes qui n'ont pas cheminé, parce que dans chaque stage, on a des personnes qui ont longuement cheminé, qui ont fait des thérapies à rallonge, qui sont même thérapeutes eux-mêmes, et ça n'empêche pas le travail de se faire. Parce que voilà, l'ego, de toute façon, il continue à fonctionner. Et derrière ça, on a un autre stage, et là je lance l'appel aujourd'hui, puisqu'il a lieu bientôt. On a un stage qui s'appelle Oser sa vie. Avant, c'était la suite. Et on a décidé de l'ouvrir à tout le monde, pour autant que ça réponde aux besoins dont je vais vous parler. C'est un stage vraiment sur le déploiement. Pour donner l'image la plus juste, ce serait, vous avez compris que j'ai parlé de poisson rouge dans le bocal tout à l'heure. Si on ne sort pas de sa bulle de confort et qu'on reste dans son petit bocal, on ne se déploie pas. Ça veut dire que quelque part, je vois beaucoup de personnes qui vivent une vie où ils sentent qu'ils ne sont pas réellement dans la manifestation, ils ne sont pas dans l'enthousiasme, dans la joie, ils ne manifestent pas leur vraie personnalité ou leur vraie envie ou leur vrai désir, mais ils restent là. Donc c'est comme la peur qui domine. Et donc, dans le stage Oser sa vie, on va vraiment aller chercher les mécanismes de peur. Qu'est-ce qui empêche la peur? Vous comprenez, l'ego, il la projette sur tout. Donc, au final, c'est pas compliqué d'aller la chercher. Mais quand on vit une vie dominée par la peur, vous avez compris où on va que dans la souffrance. Tout, parce que la vie, elle ne nous ménage pas des expériences difficiles, on a tous à vivre. Et le problème, c'est que si on n'a pas dépatouillé ça, eh bien, c'est fatigant, c'est dur. On résiste, on prend les coups, mais en même temps, il n'y a pas cette fluidité. Donc, dans le stage Oser sa vie, on va essayer simplement d'ouvrir un peu l'espace, de définir ses objectifs justement en dehors de l'ego, d'aller voir un peu qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui va me permettre de faire de l'expansion, d'être moi, de me manifester. Et derrière, on va s'interroger sur les peurs et qu'est-ce qui bloque ça. Vous avez aussi des témoignages. Moi, j'ai trouvé ça important. Donc, il y a des vidéos
c'est même les participants, comme toi tu témoignes spontanément, qui ont eu envie de le faire, qui se sont dit tiens, moi Anne, on aimerait pouvoir témoigner parce que ça m'a apporté tellement, et du coup j'ai toute une série de personnes qui ont voulu témoigner, et ça j'ai trouvé ça génial parce que c'est des stages super intenses qui travaillent à des tas de niveaux, c'est presque indescriptible ce qu'on vit dans une histoire comme ça, et donc du coup le fait d'avoir ces témoignages-là, ça permet vraiment de sentir si on se reconnaît, si ça vient nous chercher, hein, parce qu'il y a des témoignages différents et ça ne vient pas chercher tout le monde au même endroit et les résultats ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Toute la panoplie de transformation que ça peut amener. Hein. Donc voilà, tout ça c'est sur le site, donc si vous avez vraiment envie... voilà, la question vraiment à vous poser, c'est est-ce que moi, tiens, ça me parle, est-ce que je me sens en transformation? Si vous êtes plutôt du type thérapie, analytique, ou à essayer de comprendre à tout prix et de rentrer dans quelque chose de la longueur, c'est pas du tout pour vous. Hein. Ça, c'est clair. C'est vraiment, ce sont des expériences qui sont vraiment là pour des personnes qui se disent, bon, maintenant, moi, je suis en chemin, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie d'aller à l'essentiel, et puis j'ai vraiment envie de m'offrir quelque chose qui va me mettre sur un chemin. De toute façon, chaque personne va aller sur le palier là où il en est. Comme je vous dis, il y a des gens qui n'ont jamais cheminé. J'ai des gamins de 17 ans dans certains stages qui sont là, et des thérapeutes qui en ont 55 et qui ont, ça change rien. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Hein. C'est vraiment là où on en est. Et donc, si un jour vous vous sentez prêt, si c'est maintenant, c'est super, venez me voir. Et si c'est pas maintenant, peut-être qu'un jour ça vous arrivera et dire voilà, moi j'ai envie que ça bouge. J'ai envie d'ouvrir un espace, j'ai envie d'ouvrir ma conscience, j'ai envie de mettre ma vie en mouvement et j'ai pas envie que ça tire en longueur. Vous savez que ça existe. Voilà, vous savez qu'il y a des expériences comme ça et que c'est une possibilité. Et là, vous avez le site, vous avez toutes les infos et n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, je réponds. Hein, donc, merci à vous en tout cas, hein, parce que je vois que d'être venu, hein, sinon je reparlais toute seule.